15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, acteur de théâtre, de télévision et de cinéma, doubleur également, metteur en scène, artiste tout-terrain, vous le comprenez, multi-récompensé pour ses interprétations populaires du grand public à la télévision pour ce rôle du chef pâtissier Zacharie Landiras dans la série Ici tout commence. Julien Aluguette vient nous voir pour la mise en scène du conte Le Soldat Rose qui fête ses 15 ans. C'est au Grand Rex de Paris du 9 au 25 février, c'est-à-dire à partir de demain et en tournée dans toute la France. Donc un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05 Alba sur Radio J. L'occasion comme toujours de découvrir nos invités en direct sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Julien Aluguette. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Je tiens à démarrer cette émission en vous disant que votre CV est impressionnant. Ah, bah écoutez, ravi de le savoir. Sincèrement, alors je pense que les gens qui vous connaissent ou un peu moins vont le découvrir dans cette émission. Moi, je vous connaissais dans ce rôle de Zacharie dans Ici tout commence, mais aussi dans quelques séries télévisées. Enfin, on y reviendra dans un instant. Mais je suis très impressionnée, de voir que pour votre âge, eh bien, vous avez une multicasquette, vous êtes tout terrain, vous savez à peu près tout faire. Donc on va en parler dans un instant. Mais je tiens aussi à dire dans cette émission, on a envie de découvrir qui vous êtes aussi au-delà de ce que vous faites. Et pour ce faire, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? 3 mots. Je suis perfectionniste, empathique et têtu. Empathique et têtu. Je pense que le perfectionniste et têtu, ça va ensemble. Vous en pensez quoi ? Oui, alors perfectionniste, c'est peut-être un petit peu plus dans la vie de tous les jours, mais dans le travail, en tout cas, j'aime aller vraiment au bout des projets et donner le meilleur de ce que je peux donner. Et je suis assez aussi exigeant envers les gens avec lesquels je travaille. Et comme avec vous-même, j'imagine. Comme avec moi-même, mais j'essaie toujours de faire dans la plus grande bienveillance. Ça, c'est important. Alors, on va voir si ça colle avec vous tout au long de cette émission. Pour ce faire, le début, toujours les débuts. Julien Aluguette, vous êtes né le 7 mars, je veux dire votre âge entre guillemets 1984 parce que vous êtes très jeune quand même, il faut le dire, à Paris. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? J'ai eu une enfance assez cool, assez calme. J'étais un enfant sage, je crois, bon élève. J'ai toujours été premier de la classe. J'étais pas forcément toujours très accompagné. J'avais quelques amis, mais j'étais pas genre la tête de file, quoi. Et du coup, ça me laissait pas mal de temps pour un peu rêvasser. Et je me souviens même, étant gamin, que je me disais toujours, comme j'étais pas forcément le plus populaire, j'imaginais avoir des pouvoirs magiques un jour. Et à chaque fois qu'on me disait fais un vœu pour un anniversaire, un truc comme ça, je me disais toujours j'aimerais trop avoir des pouvoirs magiques un jour pour emmener tous les gens de la cour de récré, les faire voyager, les emmener voler, etc. Et je crois avec un peu de recul et un peu de psychanalyse, que finalement je fais ce métier pour ça. J'ai l'impression un peu d'avoir des pouvoirs magiques et de pouvoir emmener des gens avec moi et de les faire voyager. Voilà. Eh bien écoutez, ça se voit totalement et j'allais vous poser cette question qui devait clôturer notre émission en vous disant ah non, pas du tout, au contraire, ça veut dire qu'on va aller encore plus loin ensemble parce que quand on regarde tout ce que vous avez écrit, ce que vous avez mis en scène, il y a beaucoup de choses en effet qui concernent les enfants. Il y a Cendrillon, il y a de mémoire Peppa Pig, oui. Il y a beaucoup de choses et j'allais vous dire, est-ce que, alors bien évidemment parce que c'est notre actualité, mais j'allais dire, est-ce que c'est votre âme d'enfant ou en rapport avec les enfants ? Oui, moi j'ai toujours été assez nostalgique à partir du moment où je n'ai plus été considéré comme un enfant. J'ai toujours été un peu nostalgique de ce moment où tout paraît tellement possible. Y a pas d'obstacle réellement quand on est un enfant. Enfin, c'est quand on devient adulte qu'on commence à nous mettre des vraies barrières en disant bah non, ça c'est pas possible, regarde la société comment elle est, il faut que tu te durcisses, etc. Et donc j'ai une grande affection pour l'état d'enfance et je crois effectivement que dans la mise en scène je prends beaucoup de plaisir à faire rêver des enfants et puis à aussi essayer de, avec beaucoup de, sans aucune prétention, hein, mais de les éduquer en leur faisant passer certains messages aussi. On en reparlera tout à l'heure avec le Soldat Rose, mais c'est un public qui est très exigeant.
moi, je fais toujours en sorte qu'on ne leur parle pas comme si c'était des enfants qui ne comprennent rien, mais au contraire, qui comprennent tout et parfois même qui comprennent beaucoup plus que certains adultes. Et j'essaye toujours de mettre un double niveau de lecture pour qu'à la fois ils soient émerveillés par ce qu'ils voient et qu'il y ait un message qui reste. Et pourquoi pas que ça fasse naître des vocations. Moi, quand j'ai commencé à aller voir des spectacles assez jeune, c'est ça qui m'a donné aussi envie d'être sur scène. Donc je me dis, si on arrive à donner le relais à d'autres futurs acteurs, metteurs en scène, c'est aussi une petite victoire. Je pense qu'on aurait pu faire une très jolie émission en portrait croisé avec notre invitée d'hier qui était Nicole Lambert, oui. La maman des triplés, de la bande dessinée Les Triplés. Ça aurait été intéressant parce que j'observe, en tout cas pour les auditeurs qui étaient là hier, qu'il y a ce même rapport à l'enfance entre vous deux et peut-être un jour faire naître quelque chose. Voilà, c'est une parenthèse. Pourquoi pas. À quel moment se développe alors votre sens artistique à vous? Est-ce qu'il y a un moment révélateur? Oui, alors petit, mon papa était très bon guitariste, donc des fois il me faisait faire des chansons et puis je chantonnais comme ça. Et le vrai déclic, ça a été vers 7-8 ans. J'étais très timide, très timide, mais complexé même. C'est-à-dire que je regardais pas les gens dans les yeux, j'avais les mains moites. J'étais vraiment mal à l'aise dès qu'on me parlait, que je prenais un peu l'attention. Et j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à un cours de théâtre. Et c'est comme ça que tout a commencé. J'ai adoré ça. Et j'ai fait du théâtre entre mes 8 et mes 12 ans. Ensuite, mon père a été muté, donc je l'ai suivi et j'ai arrêté de faire du théâtre. Et j'ai plutôt développé la danse et la musique. Et après, je me suis rendu compte que, en fait, c'était vraiment ce qui me plaisait, c'était de réussir à réunir plusieurs arts en une personne. Parce que, en sachant bien maîtriser sa voix, ça nous sert aussi en tant qu'acteur. On sait comment la positionner. En sachant danser, on sait comment se mouvoir sur une scène. Et il y a un petit côté un peu anglo-saxon et américain, je dois le dire, où voilà, ils sont très à l'aise avec ces trois disciplines-là. Et moi, j'ai toujours essayé de jongler avec ces trois disciplines-là. Et quand je mets en scène, c'est vrai que je prends du plaisir à mettre en scène beaucoup de choses différentes, que ce soit des seuls en scène, des concerts ou des spectacles de théâtre. Mais la comédie musicale en soi, c'est quelque chose qui réunit ces trois arts-là. Et pour moi, c'est vraiment un bonheur d'aller en répétition. J'allais justement tirer ce fil, on va le tendre dans un instant. Alors vous allez passer une licence en art du spectacle à l'Université Paris 3, vous sortez diplômé du cours Florent et vous débutez votre carrière au théâtre. Vous commencez en 2005, vous êtes choisi pour jouer dans Un cœur sauvage, une pièce écrite et mise en scène par Christophe Botti. Puis par la suite Ariel dans La tempête de William Shakespeare, Rovo dans Scène de chasse en Bavière de Martin Speer et Puck dans Le songe d'une nuit d'été au Théâtre du Nord-Ouest. Quel souvenir vous gardez de ces toutes premières fois? Un souvenir souriant justement parce que pour moi c'était le début de ce que je rêvais de faire, c'est-à-dire que je sortais d'école et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai commencé à travailler, j'étais encore à l'école au cours Florent et j'ai commencé tout de suite à travailler et voilà, les premiers cachets ils sont symboliques. La première fois où on se produit sur scène et qu'on est reconnu comme un artiste, c'est quand même quelque chose de très marquant. Et c'était des très beaux rôles en plus. Alors bon, évidemment Shakespeare, les deux rôles, là, que ce soit Ariel ou Puck, c'était des rôles assez fantastiques. Et puis après, j'ai commencé vraiment à faire une plus grosse carrière à partir du moment où j'ai commencé à jouer dans Equus au Marigny, pour lequel j'ai été nommé au Molière. Et après, ma carrière a vraiment débuté à ce moment-là. Elle a débuté exactement à ce moment-là. Il y a aussi de très beaux rôles, notamment dans des pièces de Éric Emmanuel Schmitt. D'autres pièces également. Une qui m'a fait sourire, un rôle forcément que vous interprétez en 2018 au Théâtre de Poche Montparnasse dans Histoire du soldat, mise en scène par Stéphane Drouet. Vous êtes aussi nommé au trophée de la Comédie musicale 2018 dans la catégorie meilleur spectacle musical, lauréat du Molière du meilleur spectacle musical également. Ce qui n'est donc pas sans rappeler votre actualité avec la mise en scène du conte Le Soldat Rose. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire avec le soldat? Oui, en fait, je me rends compte qu'il y a des similitudes. En fait, j'ai mis en scène aussi le concert d'une artiste que vous connaissez peut-être qui s'appelle Rose. Très bien, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps. Le concert qui s'appelait Kérosène, où elle avait écrit en fait un livre et sorti un CD. Donc j'ai mis en scène cette forme hybride entre concert et théâtre. J'ai adoré travailler avec Rose, vraiment c'est un souvenir mémorable. Et j'ai effectivement joué le soldat dans Histoire du soldat. Et il y a donc Rose, il y a Histoire du soldat, et là je mets en scène le soldat Rose. Donc ces deux parties-là se réunissent en un seul titre. Et c'est vrai que je me dis, bon, il y a quand même des similitudes des fois qui sont
Dû au hasard, vous pensez, ou pas? Oui, le hasard, le destin, ça dépend comment on se positionne, mais Le destin, en ça tout nous plaît cas, bien. je peux pas m'empêcher d'avoir un petit sourire en coin, quoi. Une vingtaine au total de pièces de théâtre, dont ce dernier rôle de Romain. Dans la création La vie est une fête de Liliane Lloyd, mise en scène par Virginie Lemoine, que nous avons reçue l'été dernier pour en parler au Théâtre Actuel, puis au Théâtre du Roi René, au Festival d'Avignon, qui vous a récompensé pour cette performance du prix du meilleur comédien du Festival d'Avignon Off. C'est une pièce que nous avons vue, enfin que j'ai vue moi en tout cas, puisque nous avions reçu Virginie Lemoine sur cette antenne. Et je crois qu'il était question dans mes souvenirs d'un homme en lutte avec lui-même, sa famille, ses amitiés, son homosexualité. Oui, exactement. C'est donc le personnage de Romain que j'interprète, que l'on suit de sa naissance jusqu'à un événement marquant de son histoire. Et c'est comment il se positionne dans sa vie, effectivement, sentimentale, sexuelle, familiale, amicale. Ça parle d'engagement aussi. Et c'est un rôle absolument magnifique qui m'est vraiment tombé dans les mains. C'est-à-dire que, pour la petite anecdote, en fait, Virginie Lemoine, avec qui j'avais un autre projet qui ne s'est finalement pas monté, m'appelle un jour en me disant, voilà, demain j'ai une pièce qu'on me demande de lire. Moi, j'aime bien les entendre. Est-ce que tu serais disponible pour le lire? Parce que le garçon à qui j'avais demandé n'est pas dispo. J'étais en tournée, je reviens exprès plus tôt. Je lis la pièce, je ne savais absolument rien de la pièce. Rien. J'ai juste vu le titre qui s'appelait La vie est une fête. Je me dis, qu'est-ce que ça fait du bien. C'était juste après le confinement de lire ce titre-là. Et je lis la pièce. Et au fur et à mesure que je tournais les pages, je me disais, mais cette pièce est magnifique, ce rôle est sublime. J'étais en pleurs à la fin. Virginie était en pleurs. L'auteur était en pleurs. Et je dis à Virginie, écoute, si jamais tu fais une audition pour ce rôle, je t'en supplie, propose-moi d'auditionner. Elle me dit, mais je te propose pas d'auditionner. Le rôle, il est pour toi. Je t'en supplie, accepte-le. Et on a créé le spectacle à partir de là. Est-ce que vous le jouez toujours? Parce que je sais qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, vous étiez encore en tournée. Oui, on vient de terminer la première tournée, on reprendra en 2025. Et là, c'est dans les tuyaux, on essaye de se retrouver à Paris aussi entre-temps. Entre-temps, donc il y a peut-être des dates prochaines à annoncer. On verra bien. Ça. Je tiens juste, avant de parler du Soldat Rose, à nous arrêter sur votre rôle de comédien pour la télévision. On vous a vu dans des films, des séries télévisées américaines, françaises également, plus récemment sur TF1, dans la série Je te promets, adaptée de la série américaine This Is Us, ou encore dans le rôle du chef pâtissier Zachary Landiras dans Ici tout commence, où vous étiez, je crois, très épris d'une femme qui ne voulait plus forcément de vous. Alors, laquelle? Ah oui, il y en avait plusieurs, c'est vrai. Parce que depuis que je suis dans la série, donc ça fait 2 ans, j'ai eu 4 histoires différentes. Alors je me suis arrêtée sur une qui était plus âgée et dont vous étiez très amoureux. Alors il y a eu l'histoire avec Constance Tessier, qui est la femme de Tessier, qui est le directeur emblématique de l'Institut, qui avait fait tout un pataquès. Et entre-temps, c'était ma grande histoire d'amour un peu plus jeune. Et là, donc on a un peu conclu cette histoire. Et là, je suis avec une autre comédienne, Florence Coste, qui joue le rôle de Laetitia. Et voilà, là, il va encore nous arriver quelques aventures, mais ça, c'est à suivre sur TF1, évidemment. À suivre sur TF1, c'est une série qui cartonne, une série qui marche très très bien. Est-ce que vous êtes fier d'être dans cette série-là, dans ce rôle qui continue? Est-ce que vous comptez le laisser perdurer encore pas mal de temps? Avec tous vos projets, quand on voit tous les projets que vous avez. Moi, je suis toujours fier des choses que je fais, parce qu'à partir du moment où je les fais, c'est que j'ai décidé de le faire et que c'est un choix, et j'ai rarement des regrets, et je pense pas qu'il faille en avoir une fois qu'on est dedans. Après, c'est comment on décide de gérer la chose. C'est-à-dire que n'importe quel projet peut être beau et rester un bon souvenir à partir du moment où on ouvre la bonne porte. Maintenant, ça fait déjà 2 ans que je suis dans la série, donc je suis pas sûr que je m'éterniserai énormément, mais ce que j'ai comme souvenirs sont très bien. J'ai encore quelques belles choses à jouer, et puis après voilà, il faut aussi savoir parfois quitter même les beaux endroits pour aller en visiter d'autres. En tout cas, en attendant, on vous retrouve également à la mise en scène du Soldat Rose, le soldat qui fête ses 15 ans. Pour rappel, la musique est de Louis Chédid, les paroles de Pierre-Dominique Burgot, dans une nouvelle mise en scène qui est la vôtre, Julien Luguette. Ça se joue dès demain au Grand Rex de Paris jusqu'au 25 février. C'est en tournée dans toute la France et une prolongation après un retour triomphal en octobre dernier, il faut le rappeler. Racontez-nous l'histoire du Soldat Rose.
Alors l'histoire du soldat rose, c'est un petit garçon qui s'appelle Joseph, qui en a marre du monde des adultes, qu'il trouve morose, où voilà, il trouve que leur esprit est un peu trop étriqué, et qui va décider de se laisser se faire enfermer dans un grand magasin, et il va se cacher au rayon jouets. Et là, pendant la nuit, les jouets se réveillent, un peu comme dans Toy Story. Et il va se nouer d'amitié avec ses jouets, et notamment un qui s'appelle le soldat rose, qui est là depuis des années, qui n'est pas vendu parce que évidemment c'est un soldat, donc les filles n'en veulent pas, et il est rose, donc les garçons n'en veulent pas non plus. Exactement. Sur la forme, Joseph est joué par Juliette Cohen. Je trouvais ça très intéressant. Ce n'est pas ma cousine, et Juliette, on n'en parlera pas aujourd'hui. Est-ce que c'est une nouveauté ou c'était déjà le cas avant? Parce que je sais que au départ, les personnes qui étaient sur scène au tout début, parce qu'il faut dire que ça a démarré il y a 15 ans, c'était Jeanne Chéral, M et Vanessa Paradis. Est-ce que vous diriez que ça c'est une nouveauté que vous avez décidé, ou c'était le cas avant pour ne l'avoir jamais vu? D'avoir une fille pour jouer le... Alors en fait, pour être très honnête, on a ouvert le casting sur ce rôle-là aux garçons et aux filles. Mais il fallait quelqu'un quand même qui puisse paraître assez jeune. Et étant donné le thème du spectacle, qui parle donc d'ode à la tolérance, à l'acceptation de la différence, etc. Et puis moi, je voulais aussi faire une version 2023-2024 qui soit un petit peu plus dans... Ça a été créé il y a 15 ans avec les stars que vous venez de citer. Mais en 2024, les choses ont évolué. Quand on voit des programmes comme, je sais pas, Drag Race, ou la question du genre aussi est vachement évoquée. Et le soldat rose, ça parle de ça, ça parle de je suis différent, quelle que soit ma sexualité, mon genre, ma religion. Comment est-ce que je peux exister et être accepté? Et je trouvais ça aussi intéressant d'avoir une fille pour jouer un rôle de garçon, comme ça se fait d'ailleurs souvent, même à l'opéra, souvent Chérubin par exemple est constamment joué par une fille. Et voilà, en fait surtout ce qui nous a convaincus, c'est Juliette en fait, qui a une énergie, un enthousiasme et un sourire absolument ravageur, et qui avait une telle envie de faire ce projet que c'était impossible de ne pas lui dire oui, et elle est excellente. Les acteurs, ils ont quel âge approximativement? Les comédiens. Ils ont, Juliette, quand on l'a auditionnée, elle avait 17 ans, donc elle vient d'en avoir 18. Ouais. Ils ont entre 18 et 35-37 ans, peut-être. Oui, donc en fait, c'est pour enfants, mais ils sont relativement grands, adultes. Oui, vous voulez dire les comédiens? Les comédiens. Oui. Bah, après, en fait, ça dépend un peu les personnages. Les rôles et les personnages, ouais. En effet. Je me suis demandé si vous saviez si Louis Chédid l'avait écrit pour son fils Joseph. Je crois bien que oui. Ouais. Je crois que oui, tout à fait. Et lui, en fait, à la base, il avait envie d'écrire justement un conte musical pour son fils, un peu à l'image d'Émilie Joly. Alors, je crois que c'est la référence, c'était vraiment Émilie Joly. Il voulait faire son Émilie Joly. Moi, quand je le regarde et que je le lis et que je le vois, j'ai plutôt en référence Le Petit Prince. Mais voilà, on est un peu dans les mêmes sphères. C'est un conte musical et vous dites que c'est pour les enfants et ceux qui le sont restés. C'est ce qu'il faut retenir, la morale, vous diriez, de tout cela ? Ouais, c'est ça. Et puis l'essentiel est invisible pour les yeux, donc ça se situe à un autre endroit. Et on essaye vraiment de convoquer ça chez les gens qui viennent. Et on essaye vraiment aussi de faire un spectacle qui soit multigénérationnel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui connaissent l'album depuis 15 ans, qui viennent avec leurs propres enfants. Il y a des grands-parents qui viennent aussi. Il y a les cousins, les cousines. Je veux dire, c'est un truc très familial. On a vraiment tous les âges dans la salle et on se rend compte que ça parle à tout le monde. Ils sont tous émus et ils rigolent pas pour forcément les mêmes choses, mais en tout cas ils sont tous impliqués dans le truc. C'est pas juste on emmène les enfants et on attend que ça soit fini, quoi. Et il y a de la transmission comme on vient de l'entendre. C'est un conte musical qui a vu le jour en 2006, je le rappelle, récompensé en 2007 par la victoire de la musique du meilleur album de chansons variété de l'année, vendu à plus de 500 000 exemplaires à l'époque et qui continue d'exister et donc de revenir régulièrement sur scène. Est-ce qu'il va y avoir un prochain album potentiellement? Alors, y a 3 albums qui sont sortis. Nous, on s'est basé sur vraiment le premier qui est l'original. Après, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Si jamais il y a une demande, on pourra toujours faire une version avec
l'équipe qui est en place. D'ailleurs, si j'arrive à les citer un moment ou l'autre dans l'émission, avec parce que plaisir, on va le faire maintenant. Ils sont très nombreux. C'est vrai que ça a été compliqué pour moi de tous les retenir, mais avec grand plaisir. Le spectacle, je ne fais pas tout seul, donc je tiens à les saluer tous. Donc il y a Bastien Monnier, il y a Clara Poulet, Daphné Schlosser, Fanny Fourquez, Janice Palu, Jérémy Petit, Juliette Cohen, donc dont on vient de parler, Merwan Ben Mansour qui joue le rôle du soldat. Océane Cheval et Johan Launay. Et voilà, c'est vraiment une équipe à laquelle je tiens particulièrement et avec qui on prend beaucoup de plaisir à se retrouver. Et vous faites tout à fait bien de les citer. Je parlais d'album, je parlais de musique. On va écouter Love Love, la dernière version. On reste bien sûr ensemble avec Julien Aluguette sur l'antenne de Radio J pour la mise en scène du conte musical Le Soldat Rose qui fête ses 15 ans au Grand Rex de Paris, demain jusqu'au 25 février, en tournée dans toute la France. Et dans un instant, on poursuit également cette émission avec mes chroniqueurs David Schweger et Corentin Le Guinadjar pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Un peu de musique et le rappel des titres sur Radio J. Excusez-moi. Désolée d'interrompre cette scène très touchante, mais moi aussi j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bientôt Noël? Il y a des promos sur les sapins? Non, mieux. Le directeur du magasin vient de le dire. Plus rien ne se vend, le rayon jouet va fermer. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Vous allez tous être donnés à l'orphelinat de la ville. Mais ça veut dire qu'on va rester ensemble, et cette fois pour toujours. La vie, c'est l'histoire. h 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur l'antenne de Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Ethanit Belaïch. Bonjour Ethanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Des délégations d'Israël et du Hamas sont aujourd'hui au Caire en Égypte pour entamer un nouveau cycle de négociations après le refus du Premier ministre israélien hier d'une proposition de trêve de la part du groupe terroriste. L'objectif reste le même, parvenir à un accord qui permette la libération des 136 otages toujours détenus à Gaza. Sur le front nord, les attaques du Hezbollah se sont multipliées aujourd'hui, blessant 3 soldats dans les environs du mont Hermon. Un missile anti-tank du groupe chiite a par ailleurs touché une maison à Methoula. Tsahal a riposté en frappant des infrastructures du Hezbollah dans le sud du Liban. 4 mois après le début de la guerre, le kibboutz de Be'eri, l'une des communautés touchées par l'attaque du Hamas du 7 octobre, a commencé à déblayer les décombres des maisons détruites. Certains des bâtiments endommagés ou brûlés pendant le massacre devraient être préservés dans le cadre d'un travail de mémoire. L'ONU exige que Moscou arrête le transfert forcé d'enfants ukrainiens vers la Russie. L'Ukraine estime à au moins 20 000 le nombre d'enfants ukrainiens envoyés de force en Russie depuis le début de la guerre, soit le 24 février 2022. Enfin, pour la première fois de l'histoire, la planète a connu un réchauffement de plus de 1,5 degré pendant 12 mois consécutifs. Le mois de janvier a d'ailleurs battu un record mensuel de chaleur pour le 8e mois consécutif d'après le dernier rapport de l'Observatoire européen Copernicus. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec mon invité Julien Aluguette et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Notre dossier spécial désinformation, corruption, éducation à la haine. C'est le Hamas, c'est son vrai visage. Et puis, un entretien avec un expert militaire qui dit que seule une offensive éteindra la menace du Hezbollah. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Julien Aluguette, pour la mise en scène du conte musical Le Soldat Rose qui fête ses 15 ans. C'est au Grand Rex de Paris à partir de demain jusqu'au 25 février, puis en tournée dans toute la France. Dans cette partie d'émission, on va découvrir à présent, Julien, toute la culture que vous aimez ou bien qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, David Schweger nous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Bonjour David. Bonjour Cyrielle et bonjour Julien Aluguette. Bonjour. Alors cher Julien, je ne sais si vous connaissez le principe de cette rubrique théâtre, mais ma lourde tâche est de trouver par un effort constant et renouvelé chaque semaine pour les beaux yeux de Cyrielle une pièce de théâtre susceptible de plaire à notre invité. Or, cher Julien, je sais que vous êtes un grand amateur de comédie. On m'a dit, je ne sais pas qui est on, mais on m'a dit que vous aviez apprécié récemment Spamalot au Théâtre de Paris ou que vous étiez désireux d'aller voir Sacré Pan par la troupe des Faux British au Théâtre des Variétés ou bien encore L'amour chez les autres au Théâtre Édouard VII. Un grand amateur de boulevard, finalement, Julien. Oh, pas que, mais je m'intéresse à tous les genres. Je ne suis pas du tout du genre à faire à sélectionner en tout cas. D'accord. Alors, me disais-je, pourquoi ne pas rajouter ma petite recommandation à cette liste de comédies en vous parlant de ce que j'estime être la meilleure comédie que j'ai vue récemment, dont le succès incontestable a fait remplir sans arrêt le théâtre de Belleville et désormais la Scala, boulevard de Strasbourg. Je veux parler de la pièce de Kelly Rivière, An Irish Story. Alors forcément David, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Si je peux dire, le morceau, de quoi s'agit-il exactement dans cette pièce ? Eh bien, Cyrielle, l'histoire est a priori très simple. Kelly Ruisseau, le pseudo dont s'affuble Kelly Rivière, l'autrice, metteuse en scène et actrice du spectacle, nous raconte l'enquête qu'elle a menée pour tenter de retrouver son grand-père, Peter O'Farrell, né dans les années 30 en Irlande du Sud, parti s'installer en Angleterre dans les années 50 et qui disparaît dans les années 70. En traversant les époques, les frontières géographiques et linguistiques, la comédienne polymorphe propose un voyage au cœur d'une famille avec ses secrets et ses non-dits et livre une histoire si intime qu'elle en devient universelle, celle de toute une famille marquée par l'exil. Imaginez, en 1949, à l'âge de 19 ans, Peter O'Farrell quitte Knockcarron, minuscule village de l'Irlande du Sud, pour venir chercher du travail à Londres. Quelques mois auparavant, il a rencontré Margaret. Ils s'aiment. Lorsqu'il quitte son île, il ne sait pas encore qu'il ne reviendra jamais en Irlande. Il ne sait pas non plus qu'il aura 5 autres enfants avec Margaret, nés dans l'espace de 6 ans. À 26 ans, Margaret a déjà 6 enfants, sans argent, sans logement fixe, irlandais dans l'Angleterre, si diablement protestante des années 50-60. Leur vie n'est pas aisée. Peter noie son chagrin dans le whisky, il disparaît régulièrement sans donner de nouvelles. Nul ne sait ce qu'il fait lors de ses absences prolongées. Un jour, il disparaît définitivement en allant chercher des cigarettes. Depuis, aucune nouvelle, plus personne ne parle de lui dans la famille. Margaret n'a plus jamais voulu en reparler, alors bien sûr, et j'ai envie de dire, sa petite fille Kelly Rivière, alias Kelly Ruisseau, comme un ruisseau de larmes, va se mettre en quête de ce personnage disparu. An Irish Story, une histoire irlandaise, n'est rien d'autre que le récit d'une enquête pour tenter de retrouver Peter O'Farrell. Quand le spectacle commence, l'héroïne a 16 ans et invente 1000 vies héroïques à ce grand-père disparu dans le seul but de séduire les garçons de son âge, ce qui lui réussit plutôt bien.
Puis le temps passe et son obsession la quitte. Elle découvre le théâtre, son imaginaire se remplit des pièces qu'elle découvre. Elle fait son métier d'actrice et de traductrice. Elle traduit les mots d'une langue à l'autre, de l'anglais au français. Et puis vient la maternité et le choc de découvrir des taches de rousseur sur le visage de son fils et une mèche rouge dans ses cheveux. Personne n'est roux comme les Weasley de Harry Potter dans la famille. C'est le point de départ de la quête de Kelly Rivière-Ruisseau qui devient obsessionnelle. Il faut qu'elle sache où est Peter, dès lors plus rien ne l'arrête. Elle commence par interroger sa mère, sans grand succès. Elle fait appel à un détective privé de la fameuse agence Duluc rue du Louvre, puis elle décide d'affronter le silence de sa grand-mère lors d'un voyage à Londres. Un mot peut-être de la mise en scène de ce seul en scène, David. Oui, il le faut, Cyrielle, car ce sont toutes ces péripéties pour tenter de retrouver l'absent que Kelly livre dans cette histoire irlandaise, en incarnant tour à tour tous les personnages qu'elle évoque. Sa mère, son père, son frère, sa grand-mère, ses amants, ses grands-tantes, des policiers anglais, des détectives privés français, des chanteurs de pub. Au total, plus de 25 personnages, et c'est absolument brillant. Passant d'une langue à l'autre, d'un accent à l'autre, d'une situation à une autre, Kelly Rivière livre un spectacle éblouissant de virtuosité, tout autant que de drôlerie fine, nourrie au feu de l'amour filial et d'un regard acéré mais toujours tendre et bien vu sur chacun des personnages. Julien, homme de talent, le sait, la profession est pleine de gens de grands talents dont certains œuvrent davantage dans l'ombre que dans la lumière des médias. Kelly Rivière est vraiment de ceux-là qui démontrent dans ce spectacle d'immense qualité actoriale qu'on espère bientôt reconnu par un Molière, pour peu que la vénérable institution ait la bonne idée d'aller chercher du talent du côté de la Scala. Et c'est ce qu'on espère. En conclusion, David Schweger. Eh bien, je dirais à ceux de nos auditeurs qui me font confiance, ils m'écoutent depuis un petit moment maintenant, d'aller, peut-être même de se précipiter, parce que les places se font rares, donc du côté du théâtre de la Scala, s'ils aiment l'accent anglais, l'ambiance des pubs irlandais, le whisky type Paddy, la Stout version Guinness ou O'Hara. Donc de se précipiter au théâtre de la Scala pour se laisser éblouir par la maestria de Kelly Rivière dans ce qui est bel et bien une magnifique, une dense, une intense Irish Story. Merci beaucoup David Schweger. Je rappelle qu'une Irish Story écrite, interprétée, mise en scène par Kelly Rivière se joue du 11 février au 19 juin. C'est au théâtre La Scala à Paris, 13 boulevard de Strasbourg dans le 10e arrondissement de Paris. Et puis il y a une autre pièce de théâtre dont Julien Luguette voulait forcément nous parler qui s'intitule Les Marchands d'étoiles. Oui, c'est une pièce que j'ai eu la joie de mettre en scène cet été à Avignon, qui reviendra à Avignon à la prochaine édition au Théâtre des Béliers et qui se fera ensuite à Paris. Qui se passe donc pendant la Seconde Guerre mondiale dans un entrepôt de tissus. Une famille d'ouvriers dans les tissus se retrouve à se faire confier le marché des tissus jaunes qui vont servir à fabriquer les étoiles. Et c'est un vrai sujet assez lourd, mais traité avec beaucoup d'humour, et ça a vraiment très très bien marché cet été. On espère que ça sera la même chose cet été et puis par la suite à Paris. Potentiellement donc après mois de septembre ou octobre ou décembre prochain à Paris. Exactement. Eh bien on se fera le grand plaisir de vous recevoir pour en parler, ou autrement dit on le chroniquera avec David Schweger sur Radio J. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup David Schweger, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. À la semaine prochaine, et tout de suite c'est la chronique Flashback avec Corentin Le Guinadjar. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Corentin. Bonjour Cyrielle et bonjour Julien Luguette. Bonjour. Enchanté. Alors comme on vous a avec nous aujourd'hui dans l'émission, ça va être l'occasion de faire quelque chose qu'on adore ici, que j'adore. Voyager dans vos goûts culturels, et rien de mieux pour entamer ce voyage que de marquer un break en musique pour arrêter de penser, courir, marcher avec Ben Mazué. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Flashback, replongeons dans l'année 2020. Alors déjà la semaine dernière, avec l'humoriste Laurie Perret qui était justement assise à votre place, Julien, on était revenu sur cette année 2020 qui, je le disais, a eu des saveurs très particulières, loin d'être forcément fameuse, bien sûr, pour le monde de la culture, on s'en souvient. Mais avec cette petite mise à l'arrêt, il y avait aussi cette occasion pour beaucoup de faire le point sur tout un tas de choses qui font leur quotidien. Ben Mazué, de son côté, en 2020, il est sur l'île de la Réunion, son paradis sur Terre, c'est comme ça qu'il l'appelle, et c'est ce qui symbolise l'album qu'il est en train d'écrire
sortir son 5e, Paradis. Dedans, il y a d'abord ce qui sera un premier single, Quand je marche, et c'est ce qu'on est en train d'écouter en ce moment. On y découvre un Ben Mazué qui traverse une vraie phase de sa vie personnelle. En fait, il s'est séparé de sa femme il y a peu, il approche des 40 ans. Alors bien sûr, c'est pas moi avec ma petite vingtaine qui vais dire ce que je connais au passage à la quarantaine, mais on s'imagine bien que c'est une étape en soi. Et avec Quand je marche, Ben Mazué essaye de ne pas se laisser un peu dépasser, en fait, envahir par la vie. Les gosses, la famille, les amis, les plans pour les vacances, le week-end, le temps, tout simplement, qui passe parfois bien trop vite. Ça peut vite devenir une surcharge mentale et au fond, on a besoin d'une déconnexion, besoin d'aller marcher pour prendre le large et se vider la tête. Entre rythmique à base de cuivre, cordes et piano, Ben Mazué essaye de nous offrir une sorte d'évasion temporaire avec un titre et plus largement un album qu'il écrit un peu à la première personne. Je crois que l'effet escompté est au rendez-vous et d'ailleurs pour la petite anecdote, le texte de Quand je marche a été un objet d'étude pour de nombreux lycéens. La chanson a même reçu le prix du lycéen de l'Académie Charles Cros pour l'année 2020-2021. Et vous alors Julien, vous trouvez que c'est le genre de chanson un peu évocatrice d'une époque où tout va trop vite, où on doit tout le temps fournir des réactions quasi instantanées sans répit? Oui, bah vous venez de très bien le résumer, c'est même assez émouvant, vous en parlez très bien et moi c'est une chanson que j'adore, que j'ai écoutée vraiment en boucle après le confinement, en allant courir justement, et ça je trouve que j'adore cet artiste déjà, mais je trouve que cette chanson particulièrement est absolument organique. Ça va au-delà de la chanson, quoi. C'est dans la manière de la chanter, de la ressentir. Effectivement il y a une espèce de truc de trop plein, de trop de choses à penser tout le temps. On nous demande toujours d'être au maximum de toutes nos capacités, que ce soit dans notre vie familiale, notre vie amoureuse, notre vie professionnelle. Et malgré le confinement où d'un coup tout s'est arrêté, j'ai l'impression qu'on est reparti un peu là-dedans, comme si on n'avait pas vraiment tiré de cette pensée qui arrivait. Ouais, on avait un peu oublié ce qui s'était passé. Moi, j'avais bon espoir que ça nous fasse nous rendre compte qu'il fallait justement un peu se calmer et être un peu plus à l'écoute de ce qui se passait autour de nous. Et j'ai l'impression qu'on est reparti encore de plus belle en se disant voilà, il s'est passé ça et maintenant il faut absolument qu'on bouffe tout, la vie à 200%. Et je suis un peu le premier aussi à rentrer dans ça, hein. Mais cette chanson, je trouve qu'elle rappelle ce truc de maintenant je veux juste me vider la tête et puis me recentrer en allant courir, en allant marcher et ouais, quelque chose un message que je trouve absolument bouleversant dans cette chanson. C'est vrai, c'est une très belle chanson. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson qui moi m'a fait découvrir Ben Mazué et c'est l'occasion de se familiariser dans un premier temps avec lui, sa musique. C'est le duo qu'il avait fait avec Pauline Croze qui s'intitule C'est léger. Ouais. Eh bien on va l'écouter tout à l'heure. Plaisir. On se fera le plaisir de le découvrir ou le redécouvrir pour nos auditeurs. Toujours dans vos musiques coup de cœur Julien Aluguette, on découvre une autre voix de la scène musicale française. C'est une voix des arts de la scène qui a sorti 3 albums depuis sa révélation au grand public en 2017. Cette voix, on a pu l'entendre un peu au cinéma parfois ou même la retrouver avec une casquette de metteur en scène tout récemment. Vous l'avez ? Je parle bien sûr d'Eddie de Pretto qui est revenu en 2023 avec son nouvel album Crash Cœur. Il tient lui aussi sa place dans vos playlists Julien et en particulier avec l'un des titres phares de son album, Love and Tendresse, qu'on va se laisser le temps d'écouter un petit peu. Entre bureau et tristesse, c'était peut-être ça la vie. T'en étais persuadé aussi, jusqu'à ce qu'enfin. Cette chanson, Eddie de Pretto dira qu'elle est sortie naturellement de sa tête et qu'il avait besoin de créer un espace où il puisse musicalement se retrouver, se nourrir des choses qui lui manquaient. C'est vraiment un espace de protection en soi où, comme son nom l'indique, règne amour et tendresse. Bien loin de ce qu'il a pu d'ailleurs traverser quelques temps avant d'écrire cette chanson. Flashback, nous sommes à l'été 2021. Eddie de Pretto est de plus en plus remarqué après la sortie de son 2e album intitulé À tous les bâtards. Et voilà qu'il est sollicité dans le cadre d'un festival de musique pour venir donner un concert à l'église Saint-Eustache à Paris. L'artiste accepte sans aucun souci et il se dit même que c'est une très bonne occasion pour la symbolique de jouer un morceau qui s'appelle À quoi bon. Il faut le savoir, c'est une chanson dans laquelle Eddie de Pretto se confie sur son homosexualité et raconte les difficultés qu'il peut avoir pour la concilier, son homosexualité, avec sa foi. Le concert a lieu, Eddie de Pretto joue sa musique, tout va bien, des vidéos sont publiées sur les réseaux sociaux, Instagram notamment. Et la suite, eh bien, c'est un déferlement de messages, publics ou privés d'ailleurs, pour attaquer l'artiste et se dire indigné de sa prestation dans l'église Saint-Eustache. Certains disent qu'il a fait ça pour le buzz ou que c'est du blasphème.
Je vous passe les détails, mais après ça, le chanteur est assez déboussolé. Hein. Plus tard, il confiera avoir souffert de troubles du sommeil, avoir eu peur de sortir de chez lui, souffert de troubles dépressifs. Bref, une période bien sombre pour Eddie De Pretto, mais qui heureusement avec le temps n'a pas été empêché ça n'a pas empêché d'aller de l'avant. Et pour revenir à sa chanson Love and Tendresse, on peut de ce point de vue-là la voir comme une capsule de légèreté qu'il s'offre à lui-même, et au-delà de ça, c'est un morceau qui questionne le rapport même à l'amour et au sentiment au sens large. Et le clip pour ça d'ailleurs est très évocateur. On se retrouve dans une voiture avec un trajet qui recommence en boucle et qui a toujours la même destination, un mur. Une sorte de parallèle finalement entre le crash d'une voiture et une histoire d'amour. Ça pose des questions, hein. Je vous avais prévenu, et le clip a pu élargir davantage le champ des paroles, c'est ça qui est intéressant. Il a d'ailleurs remporté le prix du clip francophone de l'année aux Energy Music Awards. Alors une petite question à vous, Julien Lugaz, est-ce que vous avez l'impression qu'on manque d'amour et de tendresse dans la société d'aujourd'hui ? Je sais pas si on en manque, mais en tout cas, ce qui est une certitude, c'est qu'on en a besoin et qu'on en aura toujours besoin. Et pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, c'est vrai que moi, je suis toujours surpris par ces artistes qu'on attaque comme ça. Enfin, ça a été aussi le cas il y a quelques temps pour Oshi. Et justement, sans vouloir faire un raccourci juste de promo, mais le Soldat Rose, pour moi, c'est aussi une manière de sensibiliser les enfants justement au fait que c'est pas parce que tu es un soldat et que tu es rose que tu es forcément quelqu'un dont on va devoir se moquer. Et je pense que si à 2, 3 ans, 4 ans, 7 ans, on arrive à leur faire comprendre ça par une manière un peu plus ludique que d'expliquer ça avec des mots un peu plus adultes, c'est peut-être des spectateurs qui vont devenir des humains un peu plus tolérants dans quelques années. Et enfin, en tout cas, nous, c'est vraiment une petite échelle et c'est une petite brique dans la maison, je veux dire. Mais quand j'entends ça, je me dis ouais, il faut vraiment, on a tous notre responsabilité à essayer de rendre le monde plus tolérant et que tout le monde y ait sa place, quoi. Une petite brique supplémentaire, on va dire. On poursuit ce voyage dans vos goûts culturels, Julien Luguette, avec un peu de lecture à présent. Alors Julien, j'ai eu ouï dire que votre prochaine lecture serait le nouveau et 7e roman de Bret Easton Ellis, Les Éclats, publié l'année dernière en 2023 aux éditions Robert Laffont. C'est un roman qui marque un retour à la fiction pour Bret Easton Ellis. Je vous plante le décor. On est à Los Angeles lors de la rentrée 1980 dans un lycée privé bien chic de Buckley. On est en immersion dans une petite bande de lycéens dans laquelle on trouve Brett, Debbie, Tom et Suzanne. Cette bande, elle va se retrouver bouleversée soudainement par 2 choses pour ce début d'année scolaire. D'un côté, il y a l'arrivée d'un nouvel élève, Robert Mallory, assez séduisant et plutôt charismatique, mais aussi assez mystérieux. De l'autre, on a une rumeur qui court de plus en plus au sujet de la présence d'un tueur en série qui se fait appeler le Trawler, ou le chalutier en français, ça sonne un petit peu moins bien quand même. Et le Trawler, il est connu pour assassiner ses victimes de façon assez horrible. C'est souvent d'ailleurs avec des mises en scène plus que macabres. Ce qu'il y a d'intéressant dans le roman, c'est le fait que Bret Easton Ellis ait choisi d'abord de le commencer à la première personne. Ça prend tout de suite un tournant d'autofiction dans ce premier chapitre, alors qu'on découvre l'auteur lui-même, jeune Bret Ellis, 17 ans, tout juste entré en terminale dans ce lycée de Buckley, où il a bien sûr vraiment étudié dans la vie. Il est d'ailleurs déjà à cette époque en train d'écrire son tout premier roman, Moins que zéro, qu'il sortira quelques années plus tard à l'âge de 22 ans. Et à côté de ça, Bret vit avec le secret de son homosexualité. Il s'affiche publiquement avec la plus attirante fille de sa promo, alors qu'en secret, il a des relations sexuelles avec 2 camarades de classe. Cette attirance pour les garçons, d'ailleurs, elle semble l'obséder particulièrement, à tel point qu'il a développé 2 aspects bien distincts, comme s'il était scindé en 2, en fait, entre sa personnalité sociale, publique, et puis sa personnalité secrète. Et c'est là que l'écriture joue vraiment un rôle central, sans trop entrer dans les détails. L'écriture, elle va, semble-t-il, être le remède qui permet de rassembler à nouveau les fragments ou les éclats de ces 2 personnalités. Donc à travers son livre, Bret Easton Ellis a en gros l'occasion de nous dresser une sorte de teen movie avec des aspects de film d'horreur et articulé autour d'une sorte de chronique satirique de la grande bourgeoisie américaine. Et dans le même temps, il se livre sur la période de son passage à l'âge adulte et de toutes ses découvertes sur le chemin de l'écriture. Et on va terminer avec du cinéma et plus particulièrement une série qui s'appelle Sambre, Cyrielle, une mini-série franco-belge du réalisateur Jean-Xavier de l'Estrade, diffusée en novembre 2023 sur France 2 et disponible en replay sur la plateforme France TV. Bande annonce.
Il y a quelqu'un qui m'a attrapé par le cou. Ensuite, il m'a allongé sur le sol. Vous parlez avec un accent du Nord, un accent de chez nous. Vous voulez déposer plainte? Vous êtes sérieux là? Je pense qu'il y en a d'autres, beaucoup d'autres. On sait qu'il agit toujours sur la même route, le long de la Sambre. Mais vous croyez quoi? Que je vais attendre les bras ballants en attendant qu'une autre femme se fasse violer? Si c'était un père de famille, un type passe-partout. Il avait une drôle d'odeur aussi. Une odeur de cambouis. C'est qui ce mec, putain? Sambre, ou l'histoire d'une véritable affaire qui a mis en difficulté la police lilloise pendant plus de 20 ans. Entre 1996 et 2018, le long d'une route de 27 km au bord de la Sambre, on est entre la Belgique et la France, et c'est là que s'est vissé celui qu'on appelle le violeur de la Sambre. Son mode opératoire, toujours le même, il agit à l'aube, plutôt en hiver, et attaque ses victimes par derrière, les étrangle et les emmène à l'écart, souvent en les menaçant avec un couteau. Alix Poisson, Pauline Parigot ou encore Coralie Russier, voici quelques noms des actrices qui incarnent ces femmes, toutes victimes du même agresseur. Au total, le violeur de la Sambre en agressera 54. Des femmes qui à l'époque ont pu être ignorées, même parfois rongées par la honte. Et c'est un peu tout ça que la série met en lumière, en plus de la traque du violeur qui d'ailleurs dans la vraie vie a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle en 2018. Sambre, c'est vraiment, il faut le prendre comme un rétroviseur dans lequel on regarde la société telle qu'elle était à l'époque et sur la question des viols et des agressions sexuelles et on constate aussi toutes les défaillances qui pouvait y avoir à l'époque, ce déni social, cette culpabilisation donc des victimes, cette minimisation aussi des faits, le terme même de viol qui apparaît comme une sorte de tabou. Mais finalement, au fur et à mesure qu'on découvre de plus en plus de victimes, ces femmes vont pouvoir occuper une place centrale au cœur de l'enquête, la place qui leur est due. Merci beaucoup Corentin Le Guinadjar pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. Tout de suite, c'est l'introspection sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et on va poursuivre avec une citation d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. Tentons de faire cela maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître, Julien Luquette. » La première est celle-ci. Si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi? Rien. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie? Oh là 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 là. D'être heureux. Y a-t-il eu un plus bel âge? Et pourquoi? Oui, enfin, il y a un plus bel âge, mais on s'en rend compte toujours un peu plus tard. Et je sais pas, oui, à 20 ans, je crois que tout était tellement tout le temps possible. Ouais, à 20 ans, je trouve que c'est bien. Y a-t-il eu une grande erreur dans votre vie? Et si oui, celle que vous avez résolue? Non, je suis pas quelqu'un qui a des regrets ni des remords. Qu'est-ce que vous aimeriez faire, mais que vous ne faites pas? Ralentir un peu. Une chose, une seule, que vous avez fait cette année, en 2023 jusqu'à nos jours, considérons, et dont vous vous souviendrez toute votre vie. Une chose que j'ai faite et dont je me souviendrai toute ma vie. Oh là là. J'ai pas là tout de suite. Je sais pas. Si je vous parle d'amour, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant? Vivant. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou sur votre personnalité? Ah là là, je me mettrais un peu plus de patience. Patience. Si vous étiez président, quelle serait votre première mesure? Moi, président, je ferais en sorte que les gens soient un peu plus écoutés. Et pour terminer alors, Julien Luguette, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous? Ah là là, ça c'est dur comme question. Je crois que je fais ce métier aussi un peu pour laisser humblement une trace. Donc, ne serait-ce que se souvenir, d'avoir un souvenir, même je sais pas, de m'avoir vu au théâtre une fois et de se souvenir de ce moment-là, ça suffirait, je crois.
Merci beaucoup Julien Luguet. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J et radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. J'ai promis, on va écouter la chanson. En attendant, vous restez avec nous. Dans un instant, notre coup de cœur du jour, notre experte Judith Cohen-Solal pour le portrait de notre invité. Mais tout de suite, une pause musicale. Et puis, c'est le journal de l'info. Restez avec nous sur Radio J. Pour me faire oublier là, oui, je lui ai souri. Attends, pousse, passe, le temps se trace alors que c'est le meilleur qu'on vit là. Oh comme c'est rare quand je fuis pas, comme c'est rare encore quand t'es là. On dit j'adore avant l'amour, y'a l'RBA d'abord. On dit j'adore avant les grands mots. On dit j'adore, on pense à tort que ça durera. Mais ça je le garde et je te le dis pas. Ça fait mal à porter les années alors que les mois sont doux. Prends du temps pour moi. Passe tes nuits sous mon toit en ce moment, j'ai envie qu'on se voit. Oh, en ce moment on s'entend, on se sent, on se connaît depuis 2-3 mois. C'est léger. Ah, on se connaît depuis que c'est léger. Tes mots, des coups de chaud sur mon dos quand tu portes le coup. Pour que mes cils vacillent pour toi, il faudra garder tes mains sur mon ventre, ton pouce sur mon pouce. Et voilà, je te dis pas la moitié de tout ça, parce qu'avec ton entrain pour deux, je te donne à chaque fois que tu t'éteins un peu. Je te dis pas la moitié de tout ça, parce qu'avec ton entrain pour deux, je te donne si tu le vois tant mieux. Et ça fait mal à porter les années alors que les mois sont doux. Prends du temps pour moi, passe tes nuits sous mon toit en ce moment, j'ai envie qu'on se voit. En ce moment on s'entend, on se sent, on se connaît depuis 2-3 mois. C'est léger. On se connaît depuis que c'est léger. Faudra se kidnapper quand tout dans nos sens vont taper dans. Le sourire est dans l'âme, c'est maintenant. De combien de temps, de combien de moments on dispose avant que tout explose? Assez, jusqu'à la fin de la semaine au moins. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Notre dossier spécial désinformation, corruption, éducation à la haine. C'est le Hamas, c'est son vrai visage. Et puis, un entretien avec un expert militaire qui dit que seule une offensive éteindra la menace du Hezbollah. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etani Beleich. Bonjour Itanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Un nouveau cycle de négociations pour une trêve à Gaza a débuté ce matin au Caire. L'Égypte et le Qatar parrainent ce nouveau cycle de négociations, cycle qui vise à obtenir le calme dans la bande de Gaza ainsi qu'un échange de prisonniers palestiniens et d'otages israéliens d'après les autorités égyptiennes. Le Caire exhorte les deux parties à faire preuve de la souplesse nécessaire pour parvenir à une trêve. Dans ce cadre, une délégation du Hamas est arrivée dans la capitale du pays en fin de matinée. Mais qu'en est-il du côté israélien, Pascal Sunshine ? En Israël, il faut de toute façon attendre la prise de position du cabinet de guerre qui doit se réunir d'ailleurs dans le courant de la journée pour discuter des conditions posées par le Hamas en échange des otages. On a entendu donc hier soir Benjamin Netanyahou qualifier de délirantes les exigences de l'organisation terroriste et expliquer que les accepter ne ramènerait pas les otages et que cela risquait même d'encourager d'autres attaques comme celle du 7 octobre. Concrètement, Israël ne ferme pas la porte et va même continuer de discuter avec les médiateurs égyptiens et qataris, mais il n'acceptera pas de s'engager sur un arrêt de la campagne militaire ni sur un retrait de Tsahal dans la bande de Gaza, alors qu'on apprenait ce matin confirmation que Meni Godar, un
habitant de 73 ans du kibbutz Be'eri, a été confirmé comme décédé. Il avait été assassiné en même temps que sa femme Ayelet pendant l'attaque du 7 octobre contre le kibbutz. Son corps est depuis retenu par les terroristes du Hamas à Gaza. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui annonce une nouvelle offensive à Rafah, la ville la plus au sud de la bande de Gaza, dernier refuge des déplacés du territoire palestinien. Cette offensive est en cours de préparation, mais elle devrait, selon Benjamin Netanyahou, précipiter la victoire israélienne sur le Hamas, qui ne serait plus qu'une affaire de mois. Sur le front nord, 3 soldats israéliens ont été blessés dans des tirs du Hezbollah. L'un d'eux a été grièvement blessé dans des salves de roquettes tirées contre le nord d'Israël dans les environs du mont Hermon, à Kiryat Shmona et à Bir Hanit ce matin. En réponse à ces tirs, des avions de combat de Tsahal ont frappé une infrastructure terroriste et un complexe militaire du groupe chiite dans la région de Kiyam, au sud du Liban, d'où les tirs vers Kiryat Shmona ont été identifiés. La région de Kfar Kila a également été ciblée. Un missile anti-tank du Hezbollah a par ailleurs touché une maison à Metula. Meta suspend les comptes Instagram du guide suprême iranien Ali Khamenei, et ce, après des mois de pression de la part de groupes pro-israéliens. Le compte en persan de Khamenei comptait plus de 5 millions de followers et son compte en anglais en comptait, lui, plus de 200 000. Nous avons supprimé ces comptes car ils ont violé à plusieurs reprises notre politique relative aux organisations et individus dangereux. Déclaration du porte-parole de Meta. François Bayrou renonce au gouvernement de Gabriel Attal. Le leader centriste a annoncé qu'il n'entrerait pas au gouvernement en l'absence d'accord profond sur la politique à suivre, alors que son nom circulait notamment pour le portefeuille de l'éducation nationale depuis sa relaxe dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Il fait en revanche un pas de plus vers la présidentielle de 2027, n'excluant pas une nouvelle candidature. Je pense que l'enjeu de 2027, c'est précisément qu'on arrive à réconcilier la France qui se bat en bas avec la France qui décide en haut. Je n'ai jamais renoncé à aucun des devoirs qui sont les miens, aucune des responsabilités qui sont les miennes. Je suis un élu de province, de la province la plus lointaine de France. Je sais ce que vivent tous ceux qui observent venant d'en haut des directives qui sont souvent en contradiction avec ce qui se passe sur le terrain et les blocages qui viennent de là. François Bayrou, le haut commissaire au plan, il était ce matin au micro de France Info et le remaniement, lui, se fait toujours attendre. Le pack resserré de 15 ministres annoncé il y a un mois déjà doit encore être complété par une quinzaine de ministres délégués et secrétaires d'État très attendus par les secteurs concernés. Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre, sur la composition finale de ce nouvel exécutif. C'est pas simple de faire un gouvernement, il y a des équilibres géographiques. Évidemment, il faut s'assurer de la parité. Il y a des sensibilités différentes, donc voilà, et tout ça peut prendre un certain temps. Enfin, les équipes de Paris 2024 ont dévoilé les médailles que recevront les athlètes aux Jeux Olympiques dans un peu plus de 6 mois. Et surprise, elles ne seront pas que d'or, d'argent et de bronze, mais aussi serties d'un véritable fragment de la Tour Eiffel. L'exercice des médailles confié il y a quelques mois au joaillier parisien Chaumet est très encadré par le Comité international olympique. Eh bien, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup, Etanit Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h. On attend une courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Julien Alugat et mon coup de cœur sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Israël est en guerre. Depuis le début du conflit, 100% La Royale a distribué aux Hayalim des centaines de gilets pare-balles, des kits de survie, des gilets polaires, des colis alimentaires, des paires de téphilines. Continuez à soutenir les soldats de Tsahal. Adressez vos dons à 100% La Royale. 0609 44 31 25, 0609 44 31 25 et laroyale.org. Laroyale.org. Plus que jamais aujourd'hui, les soldats de Tsahal ont besoin de votre soutien. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J.
Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Julien Aluguette, venu nous voir pour la mise en scène du conte musical Le Soldat Rose qui fête ses 15 ans au Grand Rex à partir de demain jusqu'au 25 février en tournée dans toute la France. Et à présent, nous allons découvrir ensemble un coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Alba. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre coup de cœur aujourd'hui. Vous êtes autrice, compositrice, interprète. On va découvrir votre album intitulé 3, comme le chiffre, est disponible depuis le 2 février. On écoute Tounoubé. Oui, et on revient sur Radio J. Je vois à travers mes yeux sombres que ce nuage me fait encore de l'ombre. Regard en l'air et ça me plombe, ce vieux présage qui arrive comme une bombe. En tu nube vuela sin cesar, nadie puede alcanzarte, ni yo ni el azar. Eres libre, en lo alto te encuentras un mundo aparte, donde nadie puede entrar. Pas trop d'efforts et pas d'envie, ton monde résiste lorsque le mien faiblit. Un peu mort et trop peu envie, toi tu existes lorsque tout le monde t'oublie. Un coup du sort, t'es dans ton lit, et puis ça dure, c'est une liturgie. Un coup tu sors toute la nuit, une dictature pour ta pauvre énergie. En tu nube vuela sin cesar, nadie puede alcanzarte, ni yo ni el azar. Eres libre, en lo alto te encuentras un mundo aparte, donde nadie puede entrar. Encore une ombre. Faut pas que je tombe. Je vois à travers mes yeux sombres que ce nuage, c'est celui de ton ombre. Les pieds sur terre, j'esquive en trombe, pas de sauvetage, si on nage vers sa tombe. Eres libre, en lo alto te encuentras un mundo aparte, donde nadie puede entrar. En tu nube vuela sin cesar, nadie puede alcanzarte, ni yo ni el azar. Eres libre, en lo alto te encuentras un mundo aparte, donde nadie puede entrar. Et vous êtes en train d'écouter Alba Tounoubé sur l'antenne de Radio J. Alors, le titre est très pop discoïde, comme vous dites, chère Alba. Il veut dire ton nuage. Et pourtant, le fond de ce que vous dites est un petit peu plus sombre, je crois. Oui, alors c'est un titre qui parle de dépression et j'ai voulu choisir l'image du nuage justement parce que d'habitude on prend l'image du nuage pour quelque chose d'assez positif et là je trouvais ça intéressant de l'utiliser comme quelque chose qui enfume une forme de dépression dans laquelle on est et qui nous enferme des autres au final. Hein. Et donc là c'est quelqu'un qui parle, qui chante à quelqu'un qui serait en dépression depuis longtemps et qui tire un peu... sans le vouloir en fait, hein, depuis son nuage, les autres vers le bas dans un sens, en s'enfermant dans ce nuage. Et donc c'est
Voilà, c'est un petit message. En tout cas, le titre est très entraînant et Julien Luguet, depuis tout à l'heure, il le tape sur la table avec ces petites sonorités. Ça en boucle maintenant, ça y est. Ah, trop bien, merci. Alors, on va découvrir une partie de l'album ensemble qui est composé de 16 titres. Vous avez tout fait sur cet album et j'ai même envie de dire sur le fond, sur la forme, parce que je crois que vous êtes designer, donc jusqu'aux pochettes. Alors, je suis pas professionnelle de quoi que ce soit, mais je réalise mes visuels, ouais. Eh ben, écoutez, ils sont très beaux les visuels. Merci J'ai trouvé l'univers hyper sympa, hyper vintage pop, donc très agréable. Voilà, c'est ce que vous avez voulu donner. Ouais. On va découvrir un autre titre qui s'appelle Et pourtant. Moi je ne crois en aucun dieu parce que les hommes sont malheureux. Moi je ne vois rien dans les cieux parce que le ciel est si terreux. Mais je sais combien toi tu y crois, combien ta vie tournait autour de ça. J'aimerais t'en voir toutes ces choses comme toi, mais j'ai les pieds trop ancrés ici-bas. Et pourtant, la nuit je rêve de visages qui ne sont pas là. Et pourtant... Alors là, il est clairement question d'amour, Alba. Oui, c'est une histoire d'amour, de tolérance, principalement. L'idée était de parler de la tolérance, jusqu'à quel point on aime, jusqu'à quel point on arrive à croire l'autre et à croire sa réalité. Et c'était un petit peu ça, j'ai grandi dans une famille, j'ai eu une éducation judéo-chrétienne, pourtant moi je ne crois en aucun Dieu, comme je dis dans la chanson, et c'est une chanson que j'avais voulu écrire après la mort de ma grand-mère, qui était très croyante et pour qui l'au-delà, l'après avait une importance, et j'ai voulu lui écrire, voilà, moi je ne crois en aucun Dieu, mais j'espère que tu es bien là-bas et qu'on s'y retrouvera, et j'aimerais que ça existe dans un sens. Bon, après, on y croit, on n'y croit pas. On se dit parfois cette phrase un peu très attendue, c'est dans le doute. Exactement. Essayons. Vous êtes franco-mexicaine et vous venez nous dire avec une éducation judéo-chrétienne. J'ai envie d'avoir un peu plus d'infos là-dessus. J'ai des parents, j'ai une mère française et un père mexicain. Au Mexique, vous n'êtes pas sans savoir que souvent les Mexicains sont assez croyants, assez religieux. Mon père ne l'est pas du tout. Par contre, ma mère, elle a reçu une éducation catholique, etc. Voilà. Et mes grands-parents maternels étaient, mais j'ai toujours mon grand-père, croyant. Hein, c'est aussi des générations où on allait beaucoup à la messe, etc. C'est quelque chose qui était aussi dans la tradition, hein, de transmettre ça. Et donc j'ai grandi avec forcément ces traditions-là, ces messes, ces idées. Et c'est intéressant parce que j'ai un père qui a rejeté ça, alors qu'il aurait très bien pu être très croyant comme tout le monde dans le Mexique, comme toute sa famille, comme beaucoup de gens. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir d'être assez libre sur le sujet, donc d'avoir cette éducation-là, mais de pouvoir choisir sans pression, sans quoi que ce soit. Donc j'ai aucun problème avec l'idée d'avoir des gens que j'aime qui ont d'autres réalités et d'autres croyances que la mienne. Je trouve ça plutôt sain et j'ai envie de comprendre et d'aller vers eux. Alors là, on parle de religion, mais je suis certaine que le message, en tout cas le front du message, résonne chez vous, Julien Luguet, parce que moi, je peux pas m'empêcher de penser au soldat rose quelque part. Par rapport à ce message justement de la réalité de l'autre. Ah oui, le côté, fille, garçon, peut être ce qu'on veut finalement. Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est effectivement, c'est ce qu'on essaye de faire passer dans le spectacle, sur le fait que quelle que soit ta sexualité, ton genre, ta religion, d'où tu viennes, on t'accepte comme tu es. Exactement. Cet album, vous voulez qu'il soit un joli coffret en forme de boîte à musique, c'est ce qui est dit, et j'ai envie qu'on approfondisse. L'album s'appelle 3. Ouais. Pourquoi 3 ? Déjà, même si c'est le 3e album. Déjà bêtement parce que c'est le 3e, et puis parce que j'y explore 3 décennies, les années 50, 60, 70. J'avais envie de... et puis je suis née un 3. Le 3 a une grande signification. Oui, il a pas mal d'intérêt je sais pas, dans ma vie j'ai souvent retrouvé le chiffre 3. J'ai toujours trouvé ça intéressant.
je me suis dit que c'était une bonne idée de l'utiliser, tout simplement déjà parce que c'était le 3e, mais le reste paraissait évident ensuite quand j'ai fait le choix du Et il y a un 3,33 quelque part. Ouais, je suis née à 3h33, un 3, donc... En effet, le 3 a une grande importance. On va découvrir un dernier titre qui s'intitule 3. Le temps qui passe se fout de nous. Il est grand temps d'arrêter de vivre à genoux. Les pensées qui s'échappent de vous servent moins aux autres que moi, j'avoue. J'ai profité, maintenant je suis là. Je suis là à chercher où trouver ma place. Qui part à la chasse perd sa trace. Je crois que le temps était à la ramasse. Alors je compte un peu sur moi et les autres peuvent aller se taire. Alors je peux mais je ne bois pas car j'ai beaucoup de trucs à faire. J'ai un peu honte parfois, je crois, j'en ai marre de tout foutre en l'air. Alors je compte vite jusqu'à 3 avant de repartir. Alba, vous avez sorti 3 EP, c'est votre 3e album et votre dernier EP s'intitulait Le Bon Sens. Il a été élu coup de cœur Radio France. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? On peut me souhaiter de continuer à avoir envie de me lever et de continuer à produire des choses parce que déjà je le fais pour moi avant toute chose, donc il faut que je garde l'envie de le faire pour moi. Je pense que c'est une chose qu'on peut me souhaiter, de rester dans cet état d'esprit, je pense, tout simplement. Le reste viendra peut-être, on verra. En attendant, l'album 4 peut-être. Album 4, oui, c'est une bonne chose. En attendant, on va profiter de celui-ci, le découvrir pour les auditeurs. Vous pouvez retrouver Alba sur les réseaux sociaux, notamment sur votre site qui est très beau, bonjouralba.com. Sur les réseaux, j'imagine qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes d'écoute l'album 3. Il est disponible en vinyle. Vinyle et CD, ouais. Vinyle et CD, donc j'imagine Fnac et compagnie. Oui, sur mon site, il est en vente. Bonjouralba.com. Sur votre site, donc en vente. Et en attendant, on vous retrouve en concert pour 2 dates prochainement. Oui, le 18 avril à la Marbrerie à Montreuil, dans le cadre d'un festival qui s'appelle Sound of Paris, et le 13 mai aux Zèbres de Belleville. Et bien voilà, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur sur Radio J Alba. C'était un plaisir de vous découvrir. Ne changez rien. Merci. Je ne bois pas car j'ai beaucoup de trucs à faire. J'ai un peu honte parfois, je crois. Je ne veux plus tout foutre en l'air. Alors je compte vite jusqu'à 3 avant de repartir en guerre. Alors je compte un peu sur moi et les autres peuvent aller se faire. Alors je peux mais je ne bois pas car j'ai beaucoup de trucs à faire. J'ai un peu peur parfois, je crois, et j'ai envie de tout foutre en l'air. Alors je compte vite jusqu'à 3. 1, 2, 3. Allez, tout de suite, c'est le portrait sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble, Julien Luguette, et vous avez Judith Cohen-Solal qui essaye de gratter, je la vois depuis tout à l'heure, d'avoir davantage d'informations. Et donc c'est votre portrait vu par Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour Julien. Bonjour. On va croire que je ne fais pas mes devoirs à temps, mais la règle de cette chronique, c'est que en fait, je ne dois dire que des choses qui émergent de cette rencontre et de cette émission. Donc nécessairement, il faut la construire en même temps qu'elle est en train de se dérouler. Alors, je dirais que j'ai en face de moi un jeune homme de 39 ans, et tellement juvénile, dans lequel on perçoit très bien l'ancien timide dont vous avez parlé tout à l'heure. Et encore timide, on pourrait dire. En tout cas, c'est comme ça que vous vous présentez, qu'on vous perçoit. Et c'est assez particulier parce que ce timide s'est fait une place de choix sur les planches, en scène musicale, en metteur en scène, à la télé, en fait, donc un peu partout. Et ils sont rares ceux qui réunissent ces différents
ces différents espaces avec autant de bonheur dans chaque catégorie et finalement aussitôt, parce que vous êtes quand même très jeune, comme le disait Cyrielle. Et je n'ai pas parlé de cinéma avec ça, mais il y a le cinéma Oui, aussi. il y a le cinéma, c'est vrai, j'ai vu. Et surtout, il est rare qu'on habite ces différents costumes avec autant de discrétion. Alors, je trouve que discrétion, c'est le maître mot qui vous définit. On a l'impression que vous prenez votre place et finalement, vous prenez beaucoup de places différentes. Et sans justement envahir la place. Parce que c'est oui, avec beaucoup d'humilité et de finesse. On comprend que les gens viennent vous chercher et que évidemment il y a aussi ceux qui vous suivent dans vos aventures et ceux qui ont envie de vous confier leur histoire pour que vous puissiez les mettre en scène, en faire quelque chose. Parce que c'est vrai que il émane de vous quelque chose qui fait confiance. Parce que justement, et vous avez dit que si vous étiez président, ce que vous feriez, c'est plus écouter les gens. Alors je pense qu'un deuxième mot important, c'est l'écoute. Et on sent qu'en fonction de ce que vous écoutez, mais vous allez justement être présent dans l'échange de manière différente. Et je disais que vous occupiez beaucoup de place parce que quand même, entre Shakespeare et Demain tout commence, il y a quand même un grand écart. Faut le dire. Et finalement, c'est un véritable acteur, c'est-à-dire quelqu'un qui interprète avec cette capacité de faire de la place et de laisser de la place aux différents personnages que vous jouez. Et c'est-à-dire que vous habitez ou qui habitent en vous tour à tour. Parce que finalement, il y a plein d'acteurs qui sont très caractéristiques, on les reconnaît, ils ont leur gouaille, leur manière de parler, leur manière de se mouvoir. Et on a envie de se dire, bon, finalement, on va les chercher pour jouer, mais en fait, ce qu'ils sont. Parce qu'on les retrouve tels que dans un dîner de famille, on retrouve les cousins, mais bon, juste, à chaque fois, c'est un peu différent, ou on est chez des oncles différents, dans des films différents, et puis il y a des véritables comédiens, j'ai envie de dire, donc un petit peu comme on a l'impression que vous êtes, c'est-à-dire que justement, vous prenez pas toute la place, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc vous avez la capacité de différentes palettes. J'imagine bien ça. D'ailleurs, c'était très marrant puisque je vous ai demandé tout à l'heure si vous étiez... si vous aviez un compagnon, une compagne, ou si vous avez des enfants, alors vous m'avez dit tout d'un coup, alors ça casse complètement avec ce personnage très sage et distrait qu'on vient d'entendre et que je viens de décrire, et vous m'avez dit ah non mais moi il y a pas de problème, je peux me marier juste là maintenant, je vais me marier avant la chronique si vous voulez, moi je suis fou, tout est possible. Et là tout d'un coup là on comprend que derrière ce jeune homme timide, il y a quand même beaucoup d'envergure et beaucoup d'ampleur. Et cette capacité justement d'écouter, de dire ok vous voulez ça, attendez, je vais le faire. Voilà, je peux le faire. Donc ça c'est quand même très sympathique et plus que sympathique, c'est fort. Et vous êtes perfectionniste, vous avez dit empathique et têtu. Voilà, c'est les 3 mots que vous avez utilisés. Donc, ça, on vous sent déterminé, d'ailleurs, parce qu'il faut bien être déterminé pour travailler, produire et se produire autant. Et ne pas lâcher. On retrouve quand même chez vous ce premier de la classe que vous disiez être quand vous étiez enfant. Ce côté un peu solitaire, parce qu'on le sent même comme ça quand on est dans l'échange avec vous, là vous restez quand même un peu sur la défensive, et à la fois comme ça avec cette idée c'est avec de l'humour, mais du coup il y a un côté vous voulez autre chose, je vais vous le donner. On sait pas trop. Et puis je dirais que c'est vrai, je reviens sur ce mot discrétion, parce que finalement on en sait très peu sur vous. Parce que moi tout à l'heure je vous ai posé des questions personnelles. Finalement c'est parce qu'on le sait pas. En tout cas c'est pas écrit. Avec tout ce que vous avez fait, ça pourrait être écrit. Tout à l'heure avec Cyrielle, vous n'avez pas beaucoup dévoilé non plus. On ne sait pas si vous avez des frères et des sœurs. J'ai un petit frère, oui. Et qu'est-ce qu'il fait votre petit frère alors? Mon petit frère, il bosse dans l'optique. Ah. Voilà, rien à voir avec le monde artistique. Et vos parents, ils font quoi? Ils faisaient quoi? Et mes parents, ma mère était agent immobilier et mon père directeur commercial. Pour une boîte de puériculture. Voilà. Mais par contre, il jouait de la guitare, j'ai compris. Et il jouait beaucoup de guitare, ouais. En fait, son rêve à la base, c'était d'être guitariste. Il a eu un petit groupe de musique et puis finalement, il a fait un métier plus classique. Voilà, donc il y a bien quelque chose qui vous a sorti de ce classicisme. Et j'ai envie de dire, la guitare et la puériculture, il y a quelque chose en rapport avec l'enfance.
Encore une fois, Oui, qu'on c'est retrouve vrai, dans vous votre avez parcours. raison. Ouais, c'est vrai. Ben c'est ça, on a vraiment cette sensation comme ça, il y a l'enfant qui est en vous, qui est là, et justement dans cette capacité, comme les enfants, à jouer, à prendre des rôles différents et à être entièrement dans le rôle ils sont au moment où ils sont. De toute façon, pour moi, un acteur, c'est un enfant dans un bac à sable, c'est-à-dire que on est éternellement en train de jouer aux cow-boys et aux voleurs, et de se dire à partir du moment où on imagine qu'on l'est, on l'est. Donc oui, je resterai tant que je serai acteur. En tout cas, j'espère rester un éternel enfant toute ma vie. On vous souhaite de garder toujours l'enfant qui est en vous. C'est quand même ça qui fait avancer, qui fait progresser, qui donne envie d'aller toujours plus loin. Et je dirais que vous avez parlé du Petit Prince tout à l'heure, vous avez dit qu'on dit que ça ressemble à Émilie Joly, mais que pour vous c'est plutôt le Petit Prince. Mais vous avez vraiment une tête de Petit Prince. Écoutez. Il faut le dire. Et puis, c'est vrai, vous auriez pu le jouer. On vous sent prêt à interroger, à découvrir toujours. Donc on vous souhaite de continuer, et surtout que nous on puisse continuer à découvrir avec vous et beaucoup de nouvelles choses qu'on sent bien que vous allez faire. Merci. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les jeudis sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Julien Aluguette. Quel dommage. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'était un plaisir. J'ai passé un très bon moment. Plaisir tout à fait partagé. Vous êtes venu nous voir pour la mise en scène du conte musical Le Soldat Rose qui fête ses 15 ans, je le rappelle. C'est au Grand Rex de Paris à partir de demain jusqu'au 25 février et en tournée dans toute la France. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous pour l'accueil. Avec plaisir. Merci à l'artiste Alba pour son album 3 d'avoir été notre coup de cœur du jour sur Radio J, à retrouver le 18 avril en concert à la Marbrerie, si j'ai bien compris, pour ce Sound of Paris Festival à 20h à Montreuil, et puis le 13 mai aux Zèbres de Belleville. Réécoutez cette émission sur bien sûr radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dès lundi, bien sûr, dès 15h avec mon invité Anne Silla. À lundi et belle journée à tous sur Radio J.